j'avais écrite et réécrite dans ma tête au cours des derniers mois, mais une déclaration claire et calme de limites et de possibilités. Annie, comment c'est elle? J'aimerais beaucoup rencontrer Eleanor et avoir une relation avec elle pendant qu'elle grandit. Cependant, tout contact entre nous doit respecter les limites que j'ai établies pour mon propre bien-être. Je suis disposé à rendre visite à Eleanor en présence de Michael pour des périodes limitées, étant entendu que toute tentative de discuter de la fiducie, de mes décisions financières ou de griefs passés mettra immédiatement fin à la visite. Si tu peux accepter ces termes, je te prie de demander à Michael d'organiser notre première rencontre. Si tu ne le peux pas, j'espère que tu reconsidéreras la question lorsque tu seras prête à donner la priorité à la relation d'Eleanor avec sa grand-mère plutôt qu'à ta relation avec mon argent. J'aimerais toujours la fille que tu étais. Je ne suis plus disposé à être la victime de la personne que tu as choisi de devenir. Avec l'espoir de te voir grandir et des limites pour ma protection, maman. J'ai scellé la lettre avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres avec la satisfaction de quelqu'un qui avait appris la différence entre abandonner et fixer des conditions. L'avenir était encore à écrire, mais je l'écrirais selon mes propres termes, avec mon propre stylo, de ma propre voix. Et si ma petite fille voulait faire partie de cette histoire, elle serait accueillie avec amour, sagesse et la protection féroce d'une grand-mère qui avait appris que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant est l'exemple d'une femme inébranlable. Je suis venu rendre visite à mon fils et il m'a emmené dans un pub local. Quand mon fils est parti, le barman m'a attrapé le bras et m'a dit quelque chose de choquant. Je suis sorti par la fenêtre des toilettes et j'ai commencé à le suivre 5 minutes plus tard. Je m'appelle Antoine Dubois et j'ai 75 ans. Toute ma vie, j'ai cru que si l'on travaillait dur et élevait bien ses enfants, on gagnait une vieillesse paisible. J'avais tort. La semaine dernière, mon fils André m'a emmené dans un pub chic. Lorsqu'il s'est éloigné pour prendre un appel, le jeune barman s'est penché vers moi, les yeux écarquillés de peur. Il m'a dit que mon fils n'était pas en communication. Il m'a dit où André était vraiment et qui il rencontrait. 5 minutes plus tard, je grimpais par la fenêtre des toilettes, mes vieux os hurlant de protestation. Ce que j'ai vu dans cette ruelle sombre m'a brisé le cœur. Et puis cela m'a rempli d'une résolution froide et dure. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous croyez que la dignité d'une personne vaut la peine de se battre, quel que soit son âge. Ma visite avait commencé 2 jours plus tôt, lorsque je suis entré pour la première fois dans la cuisine de mon fils. C'était l'endroit le plus propre que j'ai jamais vu. Et je ne le dis pas dans le bon sens. C'était stérile. Tout était soit d'un blanc éclatant, soit d'un gris froid, des comptoirs en marbre qui semblaient n'avoir jamais vu une miette au réfrigérateur silencieux en acier inoxydable qui se dressait comme une pierre tombale. Il n'y avait pas une seule photo de famille sur sa surface, pas un seul aimant coloré de vacances. Cela ressemblait plus à une salle d'exposition dans un magazine qu'à un endroit où les gens vivaient réellement, où ils préparaient des repas qui sentaient la maison. J'étais assis sur un grand tabouret inconfortable, ayant l'impression que mes vieilles bottes de travail étaient une tache sur le sol poli. Ma belle-fille, Brooke, disposait une salade sur une assiette. Cela ressemblait à une œuvre d'art moderne. Quelques feuilles vertes, quelques tranches d'avocat, une pincée de graines quelconque. Elle ne se préparait pas à la manger. Elle la prenait en photo avec son téléphone, tournant l'assiette dans tous les sens pour capter la lumière parfaite. Il faut capturer l'authenticité du moment, dit-elle en l'air, les yeux rivés sur l'écran. Les gens en ligne recherchent ce qui est réel. Je me demandais ce qu'il y avait de réel dans une salade à 20 $ que personne n'allait manger. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains, sur les callosités et les cicatrices de 50 ans de travail du bois et de l'acier. Ça, c'était réel. André est entré alors, tenant 2 verres de vin. Il en a posé un devant moi. Goûte ça, papa. C'est un rouge français, a-t-il dit. Pas comme cette piquette que tu bois d'habitude. J'ai doucement repoussé le verre. Ma femme Annette n'a jamais aimé l'alcool à la maison après les problèmes de son père. André le savait. Peut-être qu'il avait oublié. Ou peut-être qu'il s'en fichait tout simplement maintenant. Alors, papa, raconte à Brooke une de tes vieilles histoires, a dit André, essayant de combler le silence pesant. Raconte-lui comment tu as construit l'atelier de bois toi-même, à partir de rien. J'ai commencé à la raconter, la vraie histoire, celle des débuts, de la nécessité de récupérer du bois de rebut sur les chantiers de construction parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'en acheter du neuf.
Je lui ai parlé de la nuit où une tempête a failli arracher le toit et comment Annette et moi sommes restés debout toute la nuit avec des seaux et des bâches, luttant pour le sauver. C'étaient mes souvenirs, le fondement de notre famille. Et puis mon vieil ami Henderson, il m'a prêté $500 avec rien de plus qu'une poignée de main. André m'a immédiatement coupé avec un petit rire forcé. Ce que papa veut dire, c'est qu'il a présenté un plan d'affaires solide et a obtenu un financement initial d'un investisseur providentiel qui a cru en sa vision. Il s'est tourné vers Brooke et a fait un clin d'œil. Mon père peut être un peu trop humble parfois. Je me suis tu. Il ne se contentait pas de reformuler mes paroles. Il réécrivait mon passé. Il effaçait la pauvreté, la lutte, la gentillesse des amis, et transformait ma vie en quelque chose de propre et de brillant pour son nouveau monde. Je suis juste content que tu aies finalement vendu l'endroit, a poursuivi André, changeant de sujet. C'était un fardeau. Maintenant, tu peux enfin te détendre et profiter de ta retraite. Un fardeau? Il appelait l'héritage de ma femme, l'endroit qui contenait 40 ans de notre sueur et de nos rires, un fardeau. Ma poitrine s'est serrée. J'ai regardé mon fils, essayant de voir le petit garçon qui courait partout dans cet atelier, les cheveux couverts de sueur, mais il avait disparu. À sa place se trouvait un étranger qui parlait un langage d'argent et d'apparence que je ne comprenais pas. Après le dîner, après que Brooke soit montée faire ce qu'elle appelait sa méditation du soir, André a posé une épaisse pile de papier sur la table devant moi. L'odeur âcre du papier neuf et de l'encre d'imprimante a rempli l'air. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Juste des papiers d'investissement, papa » a-t-il dit, sa voix un peu trop douce. J'ai parlé avec mon conseiller financier. Ils ont un portefeuille fantastique pour les retraités. Zéro risque, des rendements stables. Cela vous assurera d'être à l'abri pour la vie, sans aucun souci. Il a sorti un stylo d'apparence coûteuse et a tourné la pile jusqu'à la toute dernière page, tapotant du doigt une ligne blanche à côté de mon nom imprimé. Tu as juste besoin de signer ici. Je m'occupe du reste. J'ai regardé les documents. Il devait y avoir facilement 30 pages, remplies de petits caractères et de termes juridiques que je n'avais jamais vus auparavant. Laisse-moi le lire d'abord, ai-je dit, tendant la main vers la pile. Un éclair d'agacement a traversé le visage d'André. Son sourire a disparu. Papa, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est compliqué. J'ai déjà tout lu. C'est bon pour toi. Je te le promets. Fils, ai-je dit, et ma voix était basse et ferme. Je n'ai pas signé une seule chose sans la lire d'abord en 75 ans. Je ne vais pas commencer maintenant. Un nouveau genre de silence a rempli la pièce. Ce n'était plus seulement gênant. C'était lourd. Je pouvais sentir son impatience, sa frustration déferler sur moi par vagues. Il cachait quelque chose. Un homme honnête n'est jamais pressé. Il a poussé un long soupir frustré. Très bien, a-t-il dit en se levant. Mais ne prends pas trop de temps. Les bonnes occasions n'attendent pas éternellement. Il s'est retourné et a quitté la pièce, me laissant seul avec les papiers et un froid sentiment d'appréhension qui commençait à peine à prendre racine dans mes entrailles. Pour compenser la tension, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, André m'a emmené dans un pub en bas de la rue. Ce n'était pas un vrai pub, pas comme ceux que je connaissais où la sueur couvrait le sol et le barman connaissait votre nom. Cet endroit était sombre et élégant, avec une musique douce qui ressemblait à un battement de cœur lent. L'air sentait le parfum cher et le whisky qui coûtait plus cher le verre que ce que je gagnais en une journée. Les jeunes étaient partout, tous vêtus de vêtements élégants, leurs visages éclairés par la lueur bleue de leur téléphone. Ils ne riaient pas fort. Ils murmuraient leurs conversations, qui sonnaient comme des secrets sur les cours de la bourse et des week-ends que je ne pourrais jamais imaginer. Je me sentais comme un fantôme d'une autre époque, une photographie en noir et blanc dans un monde de couleurs numériques éblouissantes. J'ai regardé un jeune homme, pas plus âgé qu'André quand il est parti à l'université, montrer une montre à son poignet. Cette montre coûtait probablement plus cher que la compte de ma première maison, la maison où j'ai élevé l'homme qui était maintenant assis inconfortablement à côté de moi. André m'a commandé un jus de canneberge sophistiqué avec un brin de quelque chose de vert dedans. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il a simplement supposé. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, son pouce balayant nerveusement l'écran. Il n'était pas là avec moi. Pas vraiment. Son esprit était à des milliers de kilomètres. Après environ 5 minutes de ce silence tendu, son téléphone a vibré. Il l'a regardé avec un sentiment de soulagement presque insultant. Ah, zut,
a-t-il dit en se levant. C'est le travail. Un gros client de l'étranger. Je dois prendre cet appel. C'est important. Il n'a pas attendu ma réponse. Il a juste serré mon épaule avec une main qui semblait déconnectée et s'est dépêché vers la porte. Je reviens tout de suite, a-t-il crié par-dessus son épaule. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. J'étais laissé seul au bar Poli, un homme de 75 ans en chemise de flanelle, entouré d'un monde auquel je n'appartenais pas, abandonné par mon propre fils. Le jus sophistiqué avait un goût amer dans ma bouche. Je suis resté assis là pendant longtemps, regardant la glace fondre dans mon verre, le bourdonnement sourd de la musique et le murmure des conversations se fondant en un bruit sourd. J'ai senti une présence à côté de moi et je me suis tourné pour voir le barman. C'était un jeune homme, peut-être 25 ans, avec des yeux vifs et intelligents. Il essuyait le comptoir avec un chiffon propre, mais il ne regardait pas le comptoir. Il me regardait. Il me regardait depuis que je m'étais assis. « Excusez-moi, monsieur. » a-t-il dit, la voix basse et respectueuse. « Je ne veux pas vous déranger. »« Mais êtes-vous monsieur Dubois ?»« Antoine Dubois. » J'ai été surpris. Personne dans ce quartier ne connaissait mon nom. J'étais juste le vieux père d'André, une relique d'un passé qu'il essayait d'enterrer. « C'est moi, » ai-je dit, la voix prudente. « Comment me connaissez-vous » Le jeune homme a posé son chiffon. Il s'est penché un peu plus près et le sourire professionnel et étudié qu'il offrait aux autres clients a disparu. Il a été remplacé par quelque chose d'authentique, de réel. « Je m'appelle Léo » a-t-il dit. Ma mère s'appelle Maria. Elle travaillait à la laverie de la 8e rue il y a des années. Vous et votre femme, Madame Annette Dubois, vous veniez tous les samedis. Le nom de ma femme, prononcé dans cet endroit froid et inconnu, était comme une chaleur soudaine se propageant dans ma poitrine. Annette. Cela faisait 2 ans que je l'avais perdue, mais parfois le chagrin était encore aussi vif que du verre brisé. Je me souvenais de Maria, une femme silencieuse qui travaillait plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je me souviens de votre mère, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Une femme bien. Comment va-t-elle ? Léo a souri, un vrai sourire cette fois. Il a atteint ses yeux. Elle va bien. Elle est à la retraite maintenant. Elle parle encore tout le temps de Madame Dubois. Il a fait une pause et son expression est devenue plus sérieuse. J'étais juste un gamin, mais je me souviens d'un hiver où j'ai eu une grave pneumonie. Ma mère ne pouvait pas se permettre les médicaments et avait terriblement peur de perdre son travail si elle prenait des jours de congé. Votre femme l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Elle est arrivée à notre appartement un après-midi avec un sac plein de courses et les médicaments de la pharmacie. Elle a dit à ma mère de ne pas s'inquiéter pour le travail pendant une semaine. Elle a juste aidé. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Elle n'en a jamais parlé à personne. Il a baissé les yeux sur le comptoir, puis est revenu vers moi. Ma mère n'a jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. Madame Dubois, c'était l'une des bonnes personnes. L'entendre parler d'Annette avec une telle révérence, une telle gratitude, c'était comme boire de l'eau fraîche après une longue marche dans le désert. Cela me rappelait le monde qu'André avait laissé derrière lui. Un monde où la gentillesse n'était pas une transaction, où les gens prenaient soin les uns des autres. C'était le monde dans lequel Annette et moi avions construit nos vies. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas comme un fantôme. Je me sentais à nouveau comme Antoine Dubois. Je me sentais comme le mari d'Annette. J'étais encore perdu dans la chaleur de ce souvenir quand le comportement de Léo a changé. La lumière amicale dans ses yeux a disparu, remplacée par une concentration vive et urgente. Il a jeté un coup d'œil rapide par-dessus son épaule comme pour vérifier la présence d'espions. La manière décontractée dont il polissait un verre est devenue tendue, ses mouvements soudainement secs et délibérés. Il a posé le verre avec un léger clic qui a résonné comme un coup de feu dans l'espace calme qui s'était formé autour de nous. Puis il a fait quelque chose qui m'a surpris. Il a tendu la main à travers le bar et a saisi mon avant-bras. Sa prise n'était pas forte, mais elle était ferme, exigeant toute mon attention. « Écoutez-moi, monsieur Dubois. » Il a chuchoté, sa voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre par-dessus la musique. « Vous devez écouter attentivement. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Votre fils, André, il n'est pas en communication professionnelle. » A dit Léo, ses mots sortant en un flot rapide. Il ne parle à aucun client.
Les mots flottaient dans l'air, déroutants. J'ai commencé à demander ce qu'il voulait dire, mais il a serré mon bras, me faisant taire. Il est dans la ruelle. Derrière, a poursuivi Léo, ses yeux se dirigeant vers une porte marquée, réservée au personnel. Il est avec un homme en costume. Un homme qui a l'air de casser des choses pour gagner sa vie. Je les ai déjà vus. C'est la 3e fois ce mois-ci. Mon esprit luttait pour suivre. Une ruelle. Un homme en costume. Cela n'avait aucun sens. Mais Léo a porté le coup de grâce. Il ne parle pas d'investissement, monsieur Dubois. Je les ai entendus la semaine dernière. Il parlait fort. Il parle de votre maison, de la vente de votre maison et de votre fils. Il avait l'air effrayé. Le monde a basculé sur son axe. La chaleur du souvenir d'Annette s'est évaporée, remplacée par un frisson qui m'a glacé jusqu'aux os. Les papiers, la hâte de me faire signer. La frustration d'André quand j'ai dit que je voulais lire. Tout s'est écrasé dans mon esprit, formant une seule image hideuse. Mon fils n'essayait pas de m'aider. Il essayait de me prendre quelque chose. Le faible bourdonnement du pub s'est estompé jusqu'à ce que je n'entende plus que les battements frénétiques de mon propre cœur. J'ai regardé Léo et il a vu la compréhension dans mes yeux. Il m'a donné une dernière pression ferme sur le bras, puis a lâché prise, ramassant son chiffon et s'éloignant comme si de rien n'était. Mais tout était arrivé. Tout avait changé. Mon esprit était un tourbillon, mais mon corps savait exactement quoi faire. Je ne pouvais pas retourner là-bas. André verrait la vérité sur mon visage, la trahison qui ressemblait à une blessure physique. Je me suis levé, laissant le jus intact sur le bar, et j'ai marché vers les toilettes d'un pas assuré que je ne sentais pas. Je n'ai pas trébuché. Je n'ai pas regardé en arrière. À l'intérieur, la pièce était petite et heureusement vide. Il y avait une cabine, un lavabo et une petite fenêtre en verre dépoli en hauteur sur le mur du fond. C'était le genre de fenêtre destinée à la ventilation, pas à l'évasion. Mais ce soir, c'était ma seule issue. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mon esprit était étrangement calme. Le vieil homme qui était entré dans ce pub avait disparu. Un homme différent était là maintenant. Un homme alimenté par une colère froide et brûlante. J'ai traîné la lourde poubelle sous la fenêtre. Elle sentait le renfermer, mais je m'en fichais. J'ai grimpé dessus, mes genoux hurlant de protestation. Le loquet était raide de rouille et de peinture. Un instant, j'ai cru que je ne pourrais pas l'ouvrir. J'ai mis tout mon poids dessus, mes jointures raclant contre le cadre. Il a cédé avec un grincement douloureux. L'air froid de la nuit a frappé mon visage. Je me suis hissé, mes muscles se tendant. Chaque gémissement de mes articulations était une protestation, mais le feu dans mes entrailles était plus fort que la douleur. Un instant, j'étais coincé, à moitié dedans et à moitié dehors, un spectacle ridicule pour quiconque me verrait. Puis j'ai poussé et j'ai dégringolé, atterrissant durement sur le trottoir humide de la ruelle. Je suis resté là une seconde, le choc secouant mes os, avant de me remettre sur pied en toute hâte. Je devais savoir. Je devais le voir de mes propres yeux. Le lendemain matin, j'étais le premier levé, mais je ne suis pas sorti du lit. Quand André a frappé à ma porte, j'ai attendu un long moment avant de répondre. Et quand je l'ai fait, j'ai fait en sorte que ma voix paraisse faible, fluette. Je ne me sens pas très bien, mon fils, ai-je dit, forçant une toux. Je pense que je vais juste me reposer aujourd'hui. Mes vieux os me disent de ralentir. À travers la porte, je l'ai entendu faire une pause. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Puis sa voix est revenue, empreinte d'une fausse inquiétude aussi fine que de la vieille peinture. Oh, bien sûr, papa. Reste au lit. Brooke et moi t'apporterons le petit déjeuner. Je ne voulais pas de leur petit déjeuner. Je ne voulais pas de leur sollicitude. Ce que je voulais, c'était qu'ils quittent la maison pour que je puisse réfléchir. 1 heure plus tard, Brooke est entré avec un plateau. Il contenait un petit bol de flocons d'avoine et un verre de jus d'orange. Nous sommes si inquiets pour toi, Antoine, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. C'est important d'écouter son corps à ton âge. À mon âge. Les mots se voulaient bienveillants, mais maintenant je les entendais pour ce qu'ils étaient, un rejet. C'était une façon de dire que j'étais fragile, peu fiable, peut-être même un peu sénile. J'ai joué mon rôle.
J'ai pris quelques petites bouchées des flocons d'avoine et lui ai dit que c'était délicieux, même si ça avait le goût de la pâte à papier peint. André est apparu à l'embrasure de la porte, déjà vêtu d'un costume qui coûtait probablement $1000. Vas-y doucement aujourd'hui, papa, a-t-il dit. Ne t'inquiète de rien, surtout pas de ces papiers compliqués. Je t'ai dit que je m'occuperais de tout. Il a souri, mais ses yeux étaient vifs, analytiques. Il m'observait, jaugeant ma réaction. Chaque mot qu'il prononçait avait maintenant un double sens. Vas-y doucement, signifiait, ne sois pas suspicieux. Ne t'inquiète pas, signifiait, ne réfléchis pas trop. Et, je m'occuperai de tout, était une menace. J'ai juste hoché lentement la tête, regardant mon bol. Merci, mon fils, ai-je murmuré. J'ai de la chance de t'avoir pour veiller sur moi. Le mensonge avait un goût de poison sur ma langue, mais je l'ai ravalé. Je devais le faire. C'était le seul moyen de découvrir jusqu'où allait cette trahison. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée se refermer, mon jeu d'acteur a pris fin. Je n'étais plus un vieil homme fatigué. J'étais un chasseur et ma proie venait de quitter la maison. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais avoir confiance. J'ai trouvé ma vieille tablette, celle qu'André m'avait offerte pour Noël il y a 2 ans, en me disant qu'elle m'aiderait à rester connecté. Je l'avais à peine utilisée, mais je savais comment passer un appel. J'ai trouvé son numéro dans mes contacts et j'ai appuyé sur le bouton. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais. Forte, vive, et sans place pour les absurdités. Imani Vance à l'appareil. Imani, ai-je dit, ma propre voix paraissant rauque. C'est Antoine. Antoine Dubois. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil, puis son ton s'est instantanément réchauffé. Antoine. Mon Dieu, ça fait trop longtemps. Comment tiens-tu le coup, vieil homme? Nous ne nous étions pas parlé depuis les funérailles d'Annette. Imani et ma femme étaient amies depuis des décennies, depuis qu'elles étaient de jeunes femmes luttant pour des projets communautaires dans notre quartier. Imani était devenue avocate, une avocate redoutable, mais elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Je tiens le coup, Imani. Mais j'ai besoin de ton aide, ai-je dit, allant droit au but. C'est à propos d'André. La chaleur dans sa voix a été remplacée par une concentration professionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pris une profonde inspiration. Il veut que je signe des papiers. Il les appelle des papiers d'investissement. Il dit qu'ils sont pour assurer ma retraite. J'ai regardé l'épaisse pile de documents sur la table de nuit. Elle ressemblait à un serpent enroulé et en attente. Mais il était pressé, Imani. Vraiment pressé. Et quelque chose ne me semble pas juste à ce sujet. Je ne lui ai pas parlé du pub, de la ruelle ou de Léo. Pas encore. J'avais d'abord besoin de faits. Imani est restée silencieuse un moment, en train de réfléchir. Elle me connaissait. Elle savait que je n'étais pas un homme qui paniquait pour rien. D'accord, Antoine, a-t-elle dit, sa voix redevenue purement professionnelle. Ne signe rien du tout. Tu m'entends? Même pas ton nom sur une serviette en papier. Peux-tu me faire parvenir ces papiers? Comment, ai-je demandé. Je ne peux pas vraiment sortir d'ici et les posters. Est-ce que ce fils à toi t'a toujours fait utiliser cette tablette que je t'ai dit de prendre, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Bien. L'appareil photo de ce truc est meilleur que tu ne le penses. Je vais t'envoyer mon adresse email privée par SMS. Je veux que tu prennes une photo claire de chaque page de ce document. Chaque page, Antoine. Assure-toi que les coins sont plats et que l'éclairage est bon. Ensuite, envoie-les-moi par email. Peux-tu faire ça? Cela semblait compliqué, mais la détermination dans sa voix m'a donné de la force. C'était quelque chose que je pouvais faire. Une action concrète. Je peux faire ça, ai-je dit. Bien, mon ami, a-t-elle répondu. Fais-les-moi parvenir dès que tu peux. Je vais libérer mon emploi du temps. Et Antoine, sois prudent. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, écoute-le. Ton instinct a eu raison pendant 75 ans. Nous avons raccroché. Et un instant plus tard, un message avec son adresse email est apparu sur mon écran. J'ai pris la pile de papier, avec des mains étonnamment stables, j'ai commencé mon travail. Une par une, j'ai posé chaque page à plat sur le couvre-lit,
utilisant la lampe de chevet pour la lumière, et j'ai pris une photo. Pendant tout ce temps, je me sentais comme un espion dans la maison de mon propre fils, et cette pensée était une pilule amère à avaler. Mais j'ai continué. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Il s'agissait de protéger la maison qu'Annette et moi avions construite, l'héritage que nous étions censés laisser derrière nous. Après avoir envoyé la dernière photo, le silence de la maison s'est abattu sur moi. C'était un silence différent maintenant. Avant, il était gênant. Maintenant, il était lourd de secrets. Attendre l'appel d'Imani était la partie la plus difficile. Je ne pouvais pas rester assis dans cette chambre d'amis à regarder les murs. Je devais bouger. Je suis descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Mes pieds en chaussettes étaient silencieux sur le sol froid et poli. J'ai ouvert un tiroir, cherchant un verre simple, pas un de ces fragiles verres à vin qu'ils utilisaient. C'était un tiroir fourre-tout, le genre que chaque maison a, mais le leur était bien rangé, organisé, plein de piles, d'élastiques, de menus à emporter, et en dessous de tout, une pile d'enveloppes maintenues ensemble par un épais élastique. Ma main n'a hésité qu'une seconde avant que je ne les ramasse. Ce n'était pas du courrier indésirable. Elle provenait de sociétés de cartes de crédit, d'un concessionnaire automobile, d'un groupe de prêts privés dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai soigneusement sorti celle du dessus. Les mots étaient imprimés en encre rouge vif. Dernier avis. Mon sang s'est glacé. J'en ai sorti une autre. En souffrance. Une autre, paiement immédiat requis. C'était une pile de honte, un témoignage d'une vie vécue à crédit et à temps emprunté. Cette maison parfaite n'était pas un foyer. C'était une scène. Et les accessoires étaient tous faux. J'ai remis les lettres exactement comme je les avais trouvées et j'ai fermé le tiroir. Mes yeux ont balayé le salon, mais maintenant je le voyais différemment. J'ai vu le grand tableau coloré sur le mur. De loin, il avait l'air impressionnant. Mais en m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas du tout une peinture. C'était une impression, le genre qu'on achète en ligne, tendue sur un cadre pour ressembler à une vraie. Il n'y avait ni texture, ni vie. Je me suis approché de la bibliothèque où Brooke gardait un de ses sacs à main d'apparence coûteuse, exposé comme une œuvre d'art. Je l'ai pris. Toute ma vie, j'ai travaillé avec mes mains. Je connais le toucher des matériaux de qualité. Je connais le poids et l'odeur du vrai cuir. Ce n'était pas ça. Il semblait fin, plastique et sans vie. C'était une imitation bon marché, un mensonge, conçu pour impressionner les gens qui n'y connaissaient rien. J'ai vu la montre de luxe d'André posée sur son bureau dans le petit coin bureau. Je l'ai prise. Elle était légère, trop légère. Elle semblait creuse, comme un jouet. Tout, de l'art sur les murs à la montre à son poignet, était une illusion soigneusement construite. Mon fils n'était pas seulement en difficulté. Il se noyait. Lui et sa femme vivaient dans un château de cartes et ils étaient sur le point de faire tomber ma propre maison, la seule chose réelle qu'il nous restait, avec eux. Juste à ce moment-là, ma tablette a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était Imani. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Le temps de l'attente était terminé. Le temps des réponses était venu. J'ai pris la tablette à la première vibration. Mon propre reflet me regardait depuis l'écran sombre. Un vieil homme fatigué avec de la peur dans les yeux. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran et je l'ai mis à mon oreille. Imani. Antoine, a-t-elle dit. Sa voix était plate. Toute la chaleur de notre appel précédent avait disparu. Elle avait été remplacée par quelque chose de dur et de froid comme de l'acier. J'ai lu chaque page, Antoine. Je l'ai lu 2 fois. J'ai retenu mon souffle. Je pouvais entendre le bruissement des papiers de son côté. Ton fils est un menteur, a-t-elle dit. Et il n'y avait aucune gentillesse dans ses paroles, seulement une honnêteté brutale et glaçante. Ce ne sont pas des documents d'investissement. Il n'y a pas de portefeuille pour les retraités. Il n'y a pas de fonds pour assurer ton avenir. C'est un mensonge, Antoine. Une fabrication complète et totale. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. J'ai dû m'agripper au bord du comptoir de la cuisine pour me stabiliser. Quoi? Qu'est-ce que c'est alors, ai-je balbutié. C'est un acte de renonciation, Antoine, a-t-elle dit, et elle a prononcé les mots lentement, précisément, comme un juge rendant une sentence de mort. Sais-tu ce que c'est? Non, ai-je chuchoté. Cela signifie que tu cèdes ta propriété. Tu donnes ta maison,
la maison dans laquelle toi et Annette avez investi vos vies, à André volontairement pour la somme de $1. C'est enfoui à la page 17 dans un paragraphe si plein de jargon juridique qu'il est conçu pour te faire perdre le fil. C'est une ruse, Antoine. Un piège. La plus vieille et la plus cruelle des ruses. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était serrée. Mes poumons semblaient vides. Ma maison, le jardin d'Annette, la balançoire du porche où nous nous asseyions les soirs d'été. Les murs qui avaient contenu tous nos rires et toutes nos larmes. Il essayait de tout voler. Une fois que tu auras signé ça, Antoine, c'est fini. La voix d'Imani a traversé le brouillard dans ma tête. C'est juridiquement contraignant. Tu lui donnerais tout volontairement. Tu n'aurais plus de maison, plus d'actifs, rien. Il pourrait te mettre à la rue le lendemain et il n'y aurait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Il n'essaie pas d'assurer ton avenir, Antoine. Il essaie de le voler pour payer le sien. Je me suis affalé sur l'un des tabourets de cuisine froid et dur. La belle pièce stérile semblait tourner autour de moi. J'ai pensé à André, petit garçon, pleurant dans mes bras après être tombé de son vélo. J'ai pensé à la fierté que j'ai ressentie à sa remise de diplôme universitaire. J'ai pensé à tous les sacrifices qu'Annette et moi avions faits pour lui, à tout l'amour que nous lui avions donné. Et c'était ainsi qu'il nous remboursait. C'était sa gratitude. Le choc était si profond qu'il a dépassé la tristesse, le chagrin. Il s'est installé au plus profond de mes os comme une immobilité froide et lourde. Le genre d'immobilité qui précède un ouragan. Imani parlait encore, me parlant d'options légales, de ce que nous pouvions faire ensuite. Mais je n'écoutais plus vraiment. Je regardais mon reflet sur l'écran noir de la tablette. La peur avait disparu des yeux du vieil homme. Elle avait été remplacée par autre chose, quelque chose de dur, d'impitoyable. La tempête était arrivée. Quand ils sont rentrés ce soir-là, la guerre psychologique a commencé. Elle n'a pas commencé par une grande bataille, mais par de petites attaques silencieuses et insidieuses conçues pour me faire douter de mon propre esprit. J'étais assis dans le salon en train de lire un livre quand André est entré. « Salut, papa. Je voulais juste te dire que j'ai mis tes clés dans le bol en céramique près de la porte, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Comme ça, tu sauras toujours où elles sont. Je ne veux pas que tu les égares. Je ne les avais pas égarées. Elles étaient sur la petite table juste à côté de ma chaise, là où je les mettais toujours. Il les avait déplacées. C'était une petite chose, un minuscule changement dans mon environnement, mais c'était un message. C'est moi qui contrôle ici. Pas toi. Le lendemain, la situation a dégénéré. Au petit déjeuner, j'ai mentionné que je devais appeler mon vieux voisin Georges pour prendre des nouvelles de sa femme. Brooke a regardé André avec une expression de profonde inquiétude exagérée. « Antoine, chéri, a-t-elle dit, la voix dégoulinant de pitié. Ne te souviens-tu pas qu'André te l'a dit hier? La femme de Georges est décédée il y a 6 mois. Nous étions si inquiets de la façon dont tu prendrais la nouvelle. Je les ai dévisagés. J'avais parlé à Georges la semaine dernière. Sa femme, Marthe, allait bien. Elle venait de remporter la 2e place au concours de pâtisserie locale. Mais ils m'ont tous les deux regardé avec une sympathie si convaincante, une tristesse si douce que, pendant une fraction de seconde, une terrible vague de doute vertigineuse m'a envahi. Avais-je imaginé l'appel téléphonique? Mon esprit me jouait-il des tours? J'ai vu une lueur de triomphe dans les yeux d'André avant qu'il ne la masque par un soupir. « C'est bon, papa » a-t-il dit en me tapotant la main. La mémoire devient capricieuse. Nous sommes là pour toi. Ils essayaient de construire une cage autour de mon esprit, et les barreaux étaient faits de mon propre doute. Ils ont commencé à cacher des choses. Mes lunettes de lecture disparaissaient de la table de nuit et réapparaissaient à l'intérieur du réfrigérateur. Mon portefeuille manquait à la poche de ma veste, pour que Brooke le retrouve dans le sucrier. À chaque fois, ils échangeaient des regards inquiets et me traitaient comme un enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance. L'attaque la plus vicieuse, cependant, est venue du téléphone de Brooke. Ce soir-là, je l'ai vu taper furieusement, un petit sourire triste sur le visage. Quelques heures plus tard, ma tablette a vibré avec une notification. Un ami de mon ancien quartier avait partagé une publication de la page publique de Brooke. Il y avait une photo de moi, prise ce matin-là alors que je ne regardais pas. J'étais assis près de la fenêtre et la lumière m'attrapait d'une manière qui me faisait paraître fatigué, perdu. La légende en dessous était un chef-d'œuvre de cruauté passive-agressive.
C'est l'un des voyages les plus difficiles qu'une famille puisse entreprendre, écrivait-elle. S'occuper d'un parent qui s'éteint lentement. Certains jours sont plus clairs que d'autres. Nous chérissons chaque moment de lucidité, chaque souvenir qu'il peut encore conserver. C'est déchirant de voir l'homme qui était autrefois si fort devenir confus par les choses les plus simples, mais nous y faisons face avec amour et patience. Si reconnaissante envers mon mari incroyable d'être un roc pendant cette période difficile. Elle a terminé avec une série de hashtags. Dies soins soxéné, #parcours familial, #sensibilisation démence, #j'aime mon papa, #rester fort. Elle peignait un récit public. Elle disait au monde qu'Antoine Dubois perdait la tête. Elle créait une histoire qui ferait douter de ma compétence n'importe qui, même un juge. Toute protestation de ma part ne ferait que ressembler à un symptôme de la confusion même qu'elle décrivait. J'ai lu la publication et une rage si pure et si froide m'a envahi qu'elle a consumé toute tristesse restante. Ils n'essayaient pas seulement de me voler ma maison. Ils essayaient de me voler mon identité. Ils essayaient de m'effacer, de me transformer en un vieil homme à l'esprit faible avant même que je ne sois parti. J'ai fermé la tablette. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce où ils étaient assis à regarder la télévision, ressemblant à la famille parfaite et attentionnée, et j'ai laissé une expression légèrement confuse et vide s'installer sur mon visage. S'ils voulaient que je sois un vieil homme oublieux, alors c'est exactement ce que je serais. Je jouerais leur jeu. Je serais le meilleur vieil homme confus qu'ils aient jamais vu. Et de l'intérieur de la cage qu'ils avaient fabriquée, je trouverais un moyen de détruire leur monde entier. Je me suis plié à leur récit. J'ai embrassé le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le lendemain matin, je suis descendu et j'ai demandé à Brooke quel jour on était. C'est mercredi, Antoine, a-t-elle dit patiemment, comme si elle parlait à un bambin. J'ai hoché la tête, je me suis versé une tasse de café et je me suis assis à table. 5 minutes plus tard, j'ai levé les yeux de ma tasse et j'ai demandé à André, mon fils, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Lui et Brooke ont échangé un regard. C'était un regard de confirmation, de victoire partagée. Leur théorie sur mon esprit déclinant se confirmait. C'est mercredi, papa, a dit André, sa voix lente et douce. Tout comme Brooke te l'a dit. J'ai baissé les yeux sur la table, feignant la confusion. Oh, c'est vrai. Bien sûr. À l'intérieur, j'étais un ressort tendu. Chaque mot condescendant, chaque regard apitoyé était du carburant. Il pensait qu'il construisait une cage, mais en réalité, il me tendait une clé. Un vieil homme oublieux est invisible. Il est inoffensif. C'est quelqu'un devant qui on peut parler librement parce qu'on suppose qu'il ne comprendra pas ou ne se souviendra pas. Et donc, je suis devenu invisible. J'ai commencé à me parler à moi-même, juste de petits murmures silencieux. Je restais au milieu d'une pièce pendant une minute entière, regardant autour de moi comme si j'avais oublié pourquoi j'étais venu. J'ai passé un après-midi à essayer de comprendre leur télécommande de télévision compliquée, en appuyant sur les mauvais boutons, faisant clignoter l'écran de couleurs étranges jusqu'à ce qu'André vienne avec un long soupir et mette une chaîne nature pour moi. Voilà, papa, avait-il dit. Agréable et simple. Alors que j'étais assis là, faisant semblant d'être captivé par une émission sur les oiseaux migrateurs, j'écoutais en réalité. J'ai écouté leur conversation téléphonique à voix basse sur les taux d'intérêt. J'ai écouté Brooke se plaindre du coût de leur prochain voyage à Aspen. J'ai écouté André au téléphone avec l'homme de la ruelle lui dire « Encore quelques jours ». Mon père il n'a pas toute sa tête. C'est juste une question de trouver le bon moment. Ils devenaient négligents. Leur confiance les rendait imprudents. Ils voyaient un vieil homme frêle dans un fauteuil, mais ils ne voyaient pas l'homme à l'intérieur. Ils ne voyaient pas l'homme qui reconstituait leur désespoir, leurs mensonges, leurs faiblesses. Je traînais des pieds quand je marchais. J'ai renversé un peu de café et j'ai regardé la tâche avec de grands yeux innocents. J'ai laissé ma bouche légèrement ouverte quand je regardais la télévision. Je suis devenu un fantôme dans leur maison, un meuble qu'ils devaient contourner. Et pendant tout ce temps, je regardais, j'écoutais, j'attendais. Je n'étais plus seulement la victime de leur complot. J'en faisais partie. J'étais le fou dans leur pièce et j'allais m'assurer que ma performance soit assez convaincante pour les mener tout droit à leur propre ruine. Ils pensaient que mon esprit était une page blanche. Ils n'avaient aucune idée que je l'utilisais pour écrire leur acte final. Les nuits étaient les plus difficiles. La maison devenait complètement silencieuse vers minuit, mais je restais éveillé pendant des heures, l'esprit en ébullition. La 3e nuit de ma performance,
j'ai attendu d'entendre le léger clic de la porte de leur chambre suivi du faible bourdonnement de la climatisation. Je leur ai donné une heure de plus juste pour être sûr. Puis, silencieusement, je suis sorti du lit. La tablette était sur la table de nuit, son écran un miroir noir. Elle semblait étrangère dans mes mains, un appareil du monde d'André. Mais ce soir, c'était mon seul outil, ma seule arme. Je me suis glissé dans la salle de bain des invités, j'ai fermé la porte sans faire de bruit et je me suis assis sur le bord de la baignoire. La faible lueur de l'écran était la seule lumière. Je ne connaissais pas le nom de l'homme en costume de la ruelle, alors j'ai commencé avec ce que je savais. J'ai tapé le nom d'André et le nom de sa société financière. Le premier résultat était le site web de l'entreprise. Il était impeccable et professionnel, plein de photos souriantes d'André et de ses partenaires, de témoignages de clients heureux et de promesses de croissance sûre et de liberté financière. C'était la face publique, le mensonge magnifique et méticuleusement conçu. Je savais que la vérité était enfouie plus profondément. J'ai ouvert un nouvel onglet de recherche. Cette fois, j'ai de nouveau tapé le nom d'André, mais j'ai ajouté d'autres mots. Des mots que j'avais entendus, des mots que je soupçonnais. Dette, procès, perte d'investissement, plainte. Pendant longtemps, je n'ai rien trouvé. Juste plus d'articles louant son entreprise, plus de liens vers ses profils de médias sociaux parfaits. C'était comme une forteresse numérique. Mais j'étais patient. J'ai passé 50 ans à apprendre à trouver le point faible d'un morceau de bois. Je trouverai le point faible ici aussi. J'ai continué à faire défiler les pages, creusant plus profondément dans les résultats de recherche, au-delà de la surface polie. Et puis je l'ai trouvé. C'était un lien vers un obscur forum en ligne pour les investisseurs. Le message datait de 2 ans. Le titre était simple. Avertissement concernant Holloway Financial Group. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai cliqué sur le lien. Un utilisateur, un homme qui ressemblait à un enseignant à la retraite, a écrit comment il avait perdu toute sa pension dans un fonds technologique à haut risque que la société d'André avait recommandé. Il a qualifié André de beau parleur, de prédateur qui ciblait les clients plus âgés. Le message se terminait par une question, quelqu'un d'autre a-t-il été brûlé par ce type? En dessous, il y avait des dizaines de réponses, histoire après histoire. Une veuve qui a perdu l'assurance vie de son mari. Un jeune couple qui a perdu son acompte pour une maison. C'était un cimetière de rêves brisés, tous menant à mon fils. J'ai cherché le nom du fonds qu'ils mentionnaient tous. Plus de résultats sont apparus. Des articles sur son effondrement soudain, des accusations de mauvaise gestion. Ce n'était pas une petite erreur. C'était une catastrophe. Dans l'un des plus longs fils de discussion, un utilisateur a mentionné ce qui s'est passé après l'effondrement du fonds. Il a parlé des prêteurs agressifs qui ont commencé à appeler, offrant des prêts de sauvetage aux investisseurs désespérés qui avaient tout perdu. Il a mentionné une société en particulier, une société dont le nom sonnait comme une menace, Apex Holdings. J'ai tapé Apex Holdings dans la barre de recherche. Les résultats étaient différents. Le site web n'était pas impeccable. Il était austère, minimaliste et intimidant. Il n'y avait pas de visage souriant. Et sur la page, notre équipe, je l'ai vu. C'était l'homme de la ruelle. Sa photo était là, un portrait professionnel et froid. Il avait les yeux d'un requin. Son nom était Silu Thorne. Maintenant je l'avais. J'ai ouvert un dernier onglet de recherche. J'ai tapé André Dubois et Silu Thorne. Et la forteresse s'est effondrée. J'ai trouvé des archives publiques. Des privilèges sur les biens d'André, des contrats de prêt à taux d'intérêt élevés avec des clauses de pénalité stupéfiantes. J'ai vu les chiffres, les chaînes de zéro qui représentaient le trou que mon fils s'était creusé. C'était une dette si énorme, si écrasante, qu'elle m'a rendu malade. J'ai enfin compris. La fausse montre, le sac à main d'imitation, le besoin désespéré de maintenir les apparences. Ils ne vivaient pas seulement au-dessus de leurs moyens. Ils étaient pourchassés. Silu Thorne était le chasseur, et mon fils était sa proie. Et le prix de la liberté de mon fils, la garantie de sa montagne de mensonges, c'était ma maison, la maison d'Annette. La seule chose réelle qu'il nous restait dans ce monde. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. J'ai éteint la tablette et la petite salle de bain a été plongée dans l'obscurité. Je suis resté assis là, sur le bord de la baignoire, pendant très, très longtemps, seul avec la vérité. Le choc était parti.
La tristesse était partie. Tout ce qui restait, c'était une clarté froide et dure. Je savais à quoi j'avais affaire, et je savais avec une certitude absolue ce que je devais faire. Je suis resté assis là, dans la salle de bain noire comme dans un four, le froid de la baignoire en porcelaine s'infiltrant dans mes vieux os. Mais je ne le sentais pas. Je voyais tout avec une terrible nouvelle clarté, une image complète tissée à partir de chuchotements dans un pub, de documents sur un écran et du toucher d'un faux sac à main en cuir. Ce n'était pas une simple histoire d'un fils avide essayant de tromper son vieux père. C'était plus laid que ça. C'était une histoire de peur. J'ai vu André, mon fils brillant, voler trop près du soleil. Je l'ai vu faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, jouer avec les économies de toute une vie d'autres personnes, avec l'avenir de veuve et d'enseignants à la retraite. J'ai vu le moment où tout s'est effondré, l'effondrement de ce fond technologique, la panique qui a suivi. Et puis j'ai vu le requin tourner dans l'eau. Silutorne. Il n'offrait pas seulement des prêts. Il offrait une bouée de sauvetage qui était secrètement un nœud coulant. Mon fils, terrifié et honteux, l'a saisi. Il a fait un pacte avec un diable pour cacher son échec. La voiture de luxe, la maison blanche stérile, la vie fantasmée en ligne de Brooke. Tout cela était une performance désespérée. C'était un spectacle pour convaincre le monde, et peut-être même, qu'ils gagnaient toujours, même si l'eau montait autour de leur cou. Ils n'étaient pas des cerveaux. C'étaient des enfants terrifiés, piégés dans une prison coûteuse de leur propre fabrication. Et ma maison, ma vraie maison solide et payée, était la rançon. C'était le prix pour empêcher le requin de les dévorer vivants. Cette prise de conscience ne m'a pas fait lui pardonner. Non, la trahison était trop profonde, trop calculée pour cela. Mais elle a changé la forme de ma colère. Je ne me battais plus seulement contre l'avidité de mon fils. Je me battais contre sa faiblesse, sa lâcheté, la pourriture morale qui s'était installée lorsqu'il avait choisi de sacrifier son propre père pour se sauver des conséquences de ses actes. Il était un animal acculé, et les animaux acculés sont les plus dangereux. Il n'en était pas moins une menace, mais il était aussi une tragédie. Mon fils n'était pas un monstre. C'était juste un homme faible qui avait fait le choix d'un monstre. Et moi, son père, j'étais celui qui devrait y faire face. La première lueur de l'aube peignait la fenêtre en gris quand j'ai de nouveau appelé Imani. Je n'ai pas dormi. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix alerte comme si elle avait attendu. Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pourquoi il le fait, Imani, ai-je dit, ma voix un faible murmure. C'est pire que ce que nous pensions. Ce n'est pas seulement de l'avidité. J'ai passé les 10 minutes suivantes à tout lui exposer. Le fonds technologique effondré, les investisseurs ruinés, Apex Holdings, Silutorne, la montagne de dettes. Je lui ai parlé de la fausse montre et de la pile d'avis finaux cachés dans le tiroir fourre-tout. J'ai brossé un tableau de la vie désespérée et vide que mon fils avait construite. Elle a écouté sans interruption, une compétence qui faisait d'elle une avocate brillante et une amie encore meilleure. Quand j'ai eu fini, le seul son était sa respiration calme et régulière. Donc, ce n'est pas seulement un menteur, a-t-elle dit finalement, sa voix dure. C'est un animal acculé. C'est plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Quelles sont nos options, ai-je demandé. Légalement, nous l'avons coincé, a expliqué Imani. Ce qu'il fait s'appelle de l'abus financier envers une personne âgée. Avec l'acte de renonciation comme preuve et le contexte de sa dette, nous pourrions monter un dossier pénal pour fraude. Il pourrait aller en prison. Longtemps. Prison. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Malgré la rage, malgré la trahison, la pensée de mon fils unique derrière les barreaux. C'était une douleur que je ne pouvais pas supporter. Il avait détruit ma confiance. Mais il était toujours de mon sang. Il était toujours le garçon d'Annette. Non, ai-je dit, le mot sortant avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Pas de prison. Je ne lui ferai pas ça. Il doit y avoir un autre moyen. Un moyen de l'arrêter, de sauver la maison sans détruire ce qui reste de lui. Il y eut un autre long silence sur la ligne. Je pouvais presque entendre Imani réfléchir, pesant les coups d'échec juridiques. Si nous n'utilisons pas la menace de poursuite pénale, Antoine, notre levier est limité, a-t-elle dit doucement. Il détient les cartes émotionnelles. C'est ton fils. Ces mots étaient une impasse, et pendant un moment, j'ai ressenti une vague de désespoir.
Mais alors un souvenir a refait surface, perçant le brouillard de ma colère et de mon épuisement. C'était un souvenir d'Annette, dans sa dernière semaine, assise sur notre porche. Elle était frêle, mais ses yeux étaient aussi clairs que jamais. Elle m'avait pris la main. Antoine, avait-elle dit, sa voix un doux murmure. Si jamais André a de vrais problèmes, le genre de problème que son orgueil ne lui laissera pas admettre, il y a quelque chose que tu dois savoir. Sous notre vieux lit, celui que nous avons acheté après notre mariage, il y a une vieille boîte en fer blanc pleine des recettes de ma grand-mère. Mais il y a autre chose là-dedans aussi. Ma sécurité. À l'époque, j'avais rejeté cela comme les divagations d'une femme malade. Une sécurité. Mais maintenant. Imani, ai-je dit, ma voix soudainement vivifiée par une nouvelle énergie. Annette. Elle m'a dit quelque chose avant de mourir, à propos d'une boîte, une boîte en fer blanc sous notre lit. Je lui ai raconté ce qu'Annette avait dit. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais c'était un fil conducteur. Et en ce moment, c'était le seul que j'avais. Cet après-midi-là, j'ai mis mon plan à exécution. Je suis sorti de ma chambre en traînant des pieds et j'ai trouvé André dans son bureau à domicile, regardant attentivement son écran d'ordinateur. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, en veillant à paraître un peu instable sur mes pieds. Mon fils, ai-je dit, ma voix douce et mélancolique. J'ai pensé à ta mère. Il s'est tourné, son masque professionnel instantanément remplacé par un masque de préoccupation prudente. Quoi à son sujet, papa? Il y a des choses, ai-je dit, regardant au loin. Certaines de ces vieilles affaires, ces albums photos, cette petite boîte à musique idiote que je lui ai offerte pour notre premier anniversaire. Elles sont toujours à la maison. J'ai l'impression que j'ai besoin de les voir, de les tenir. J'ai laissé ma voix se briser un peu sur le dernier mot. Je l'ai observé attentivement. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Il pensait que c'était un signe de faiblesse sentimentale, un autre symptôme de mon déclin. Une opportunité. Bien sûr, papa, a-t-il dit, sa voix douce comme du miel. Bien sûr, nous pouvons y aller demain. Non, ai-je dit, un peu trop vite. J'ai adouci mon ton. Non, mon fils. J'ai l'impression que je dois y aller maintenant. S'il te plaît. C'est juste, ça semble important. Il a accepté. Je savais qu'il le ferait. Dans son esprit, emmener le vieil homme confus dans un voyage dans le passé ne ferait que le rendre plus docile, plus disposé à signer ses papiers. Le trajet jusqu'à mon ancien quartier était silencieux. André a mis du jazz doux, le genre de musique que personne n'écoute vraiment. J'ai regardé par la fenêtre alors que les gratte-ciel étincelants et les cafés branchés de son monde laissaient place aux maisons de briques familières et aux vieux chênes du mien. Ça a beaucoup changé, n'est-ce pas, a dit André, rompant le silence. Toutes ces vieilles maisons sont rachetées. La valeur des propriétés monte en flèche. Tu as été intelligent de garder ta maison si longtemps, papa. J'ai juste hoché la tête. Il pensait qu'il parlait d'immobilier, mais j'ai entendu le vrai sens. Tu as été intelligent de la garder pour moi. Ta mère aimait cette rue, ai-je dit doucement, sans le regarder. Elle connaissait chaque voisin, chaque chat errant. C'était une femme formidable, a dit André, les mots sonnant creux et répétés. Elle a toujours voulu le meilleur pour nous. Oui, c'est vrai, ai-je répondu, me tournant pour le regarder pour la première fois. Elle pensait toujours à l'avenir, s'assurant toujours que la famille était protégée. Il a souri, manquant complètement l'avertissement dans ma voix. Il pensait que je me remémorais des souvenirs. Il n'avait aucune idée que je lui racontais son avenir. Quand André a déverrouillé la porte d'entrée, l'air qui m'a frappé était l'air de ma propre vie. C'était une odeur de vieux bois, de grains de poussière dansant dans le soleil de l'après-midi et le faible parfum persistant du produit à polir les meubles au citron d'Annette. C'était l'odeur de la maison. Après le silence froid et stérile de la maison d'André, ce silence était différent. C'était un silence paisible, un silence plein de souvenirs. Chaque craquement des lattes de plancher sous mes pieds était un salut familier. J'ai vu la légère égratignure sur le mur où un André de 7 ans avait écrasé son camion jouet. J'ai vu l'endroit usé sur le fauteuil où Annette avait l'habitude de s'asseoir et de lire pendant des heures. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était un registre vivant de notre amour, de nos luttes, de notre monde entier. André m'a suivi, l'air impatient, vérifiant son téléphone. Il ne voyait pas ce que je voyais. Pour lui,
ce n'était qu'une vieille propriété, un ensemble d'actifs. Pour moi, c'était un sol sacré. Je suis allé directement à notre chambre. Elle était exactement comme nous l'avions laissée. Le vieux couvre-lit que la grand-mère d'Annette avait fait était toujours plié soigneusement sur le lit. Le lit lui-même, le premier meuble que nous ayons jamais acheté ensemble, semblait petit et robuste. Il nous avait soutenus dans la maladie et la santé, à travers les disputes et les réconciliations pendant près de 50 ans. Je n'ai pas hésité. Je me suis mis à quatre pattes, ignorant la protestation aiguë de mes articulations. L'espace sous le lit était sombre et poussiéreux. J'ai tendu mon bras dans l'obscurité, mes doigts cherchant. Et puis je l'ai senti, le métal froid et lisse de la vieille boîte en fer blanc. C'était une chose simple, décorée de roses peintes délavées. Annette y gardait les fiches de recettes de sa grand-mère. Alors que je la sortais à la lumière, mon cœur battait la chamade. Elle semblait plus lourde que dans mes souvenirs. Cette boîte était plus que de simples souvenirs. C'était un message du passé. C'était le dernier coup d'Annette dans un jeu qu'elle savait que nous pourrions un jour avoir à jouer. C'était sa sécurité. Je me suis assis par terre dans notre ancienne chambre, les grains de poussière dansant dans les rayons du soleil autour de moi. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je soulevais le loquet rouillé de la boîte en fer blanc. Une odeur est montée à ma rencontre. L'odeur de vieux papier et d'herbes séchées, le faible fantôme de cannelle. C'était l'odeur d'Annette. Sur le dessus, il y avait exactement ce à quoi je m'attendais. Des centaines de fiches de recettes de sa grand-mère écrites dans une belle écriture cursive en boucle qui s'était estompée au fil des décennies. J'ai passé mon pouce sur une fiche pour du pain d'épices. Une tache de fleur ancienne encore visible dans le coin. Un instant, une vague de chagrin si puissante qu'elle m'a presque renversé m'a traversé. C'était elle. C'était la femme que j'aimais. J'ai soigneusement soulevé la pile de fiches pour les mettre de côté. Et en dessous, mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Cela n'avait rien à faire là. C'était un épais dossier manille, impeccable et officiel, un contraste frappant avec l'histoire personnelle délavée des recettes. Il n'y avait pas d'étiquette à l'extérieur. Mon cœur a commencé à battre un tambour lent et lourd contre mes côtes. Je l'ai ouvert. La première page était un mur de textes juridiques denses. La plupart étaient un flot de mots que je ne comprenais pas. Mais alors mes yeux se sont concentrés et certaines phrases ont sauté aux yeux, claires comme le jour. La fiducie patrimoniale Annette Dubois. Et en dessous, irrévocable. J'ai tourné la page. Mes yeux ont balayé les lignes, cherchant, et puis je l'ai trouvée. La propriété située au 14 rue Elme. Ma maison. Tout était là, en noir et blanc, signé par Annette et un notaire public, daté de 5 ans, juste après son diagnostic. J'ai lu le paragraphe clé 3 fois pour m'assurer que mes yeux ne me trompaient pas. À mon décès, la propriété ne devait pas être héritée par notre fils. Elle devait être donnée dans son intégralité à une fiducie foncière communautaire enregistrée dans le but exprès de développer des logements abordables pour les familles locales. Je me suis adossé contre le lit, les papiers bruissant dans ma main, et un lent sourire s'est étendu sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire de pure admiration sans mélange. Annette, ma douce et calme Annette. Elle l'avait vu il y a des années. Elle avait vu ce potentiel pour les ténèbres, cette faiblesse chez notre fils, et elle avait construit une arche pour nous protéger du déluge qu'elle savait pouvoir arriver. Ce n'était pas un acte de doute. C'était un acte d'amour profond et indestructible. Mon fils essayait de vendre une propriété qu'il ne pourrait jamais, jamais posséder. Il essayait de voler un fantôme. Et dans ma main, je tenais le coup final brillant de ma femme. Je tenais les chèques et maths. Quand je suis rentré dans la maison d'André, je portais un album photo poussiéreux et la petite boîte à musique d'Annette. Je les ai posés sur la table, accessoires de ma performance. André et Brooke m'ont regardé, leurs expressions un mélange de pitié et d'impatience. Ils pensaient que le voyage m'avait adouci, m'avait noyé dans une vague de nostalgie qui me rendrait plus facile à gérer. Ils n'avaient aucune idée que je venais de m'armer pour la guerre. J'ai été silencieux pendant le dîner. J'ai mangé ma nourriture lentement, méthodiquement. J'ai même complimenté Brooke sur sa cuisine, qui était un autre plat fade et incolore qui n'avait aucun goût. Mon calme semblait les déstabiliser plus que ma précédente confusion feinte. Ils n'arrêtaient pas d'échanger des regards, essayant de comprendre ce qui avait changé. Ils pensaient probablement que j'avais finalement atteint un état de résignation paisible,
que j'avais accepté mon sort de vieil homme oublieux qui avait besoin qu'on s'occupe de lui. Après que les assiettes aient été débarrassées, j'ai croisé les mains sur la table. J'ai réfléchi, ai-je dit, ma voix égale et claire. Tu as raison, mon fils. Il est temps pour moi d'arrêter de m'inquiéter de ces choses. Je suis prêt à signer les papiers. Une vague de soulagement a déferlé sur le visage d'André. C'était si évident que c'en était presque comique. Il a jeté un regard triomphant à Brooke, une célébration silencieuse. La ligne d'arrivée était en vue. C'est super, papa, a-t-il dit, sa voix suintant d'une fausse sincérité. Je suis si content que tu vois que nous essayons juste d'aider. Je le vois, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Mais j'ai deux conditions. Le sourire sur son visage s'est légèrement crispé. Des conditions? Je suis un vieil homme, André, ai-je dit avec un petit haussement d'épaule autodérisoire. Je fais les choses à l'ancienne. Je veux que mon avocate soit là quand je signe. Juste pour tout vérifier, s'assurer que tous les points sont sur les i et les barres sur les t. Une formalité, tu comprends? Il s'est immédiatement détendu. Bien sûr. Un vieil homme sénile demandant un avocat était parfaitement dans le personnage. C'était un geste insignifiant, une dernière tentative faible de se sentir en contrôle. Bien sûr, papa. Tout ce qui te met à l'aise, a-t-il dit magnanimement. Et la deuxième chose, ce partenaire à toi, ai-je dit, l'homme qui a monté ce merveilleux investissement pour moi, j'aimerais le rencontrer. Je veux être là pour le remercier personnellement d'avoir aidé notre famille. Je veux lui serrer la main. André rayonnait. Ma demande était la validation ultime de son plan. Non seulement son père sénile acceptait de signer, mais il demandait aussi à remercier l'homme qui l'aidait à le voler. L'arrogance, l'orgueil aveuglant pur et simple se lisait sur son visage. Il voyait une cérémonie de clôture, un dernier tour de piste victorieux. Il ne voyait pas les mâchoires du piège se refermer sur lui. Absolument, papa, a-t-il dit. Je vais organiser une réunion à son bureau pour demain. C'est une excellente idée. Il s'est levé, l'air satisfait de lui, l'image parfaite du fils dévoué. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'accepter d'escorter personnellement son bourreau à sa propre pendaison. Le bureau de Silu Thorne était exactement ce à quoi je m'attendais. Il se trouvait au dernier étage d'un gratte-ciel de verre qui dominait le reste de la ville. La pièce était froide, non seulement en température, mais aussi en esprit. Il y avait un immense bureau en acajou, un mur de fenêtres et rien de personnel. Pas de photos de famille, pas de désordre. C'était l'antre stérile d'un prédateur. Nous sommes arrivés les premiers. André est entré d'un pas assuré, comme s'il était chez lui. Un large sourire confiant sur le visage. Brooke était à ses côtés, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, ressemblant à une femme qui venait de gagner à la loterie. Il vibrait d'une énergie nerveuse et triomphante. Il pensait que c'était leur couronnement. Je suis entré en traînant des pieds derrière eux, m'appuyant un peu sur ma canne, jouant mon rôle jusqu'au bout. J'ai regardé autour de la grande pièce intimidante avec de grands yeux légèrement confus. Silu Thorne est entré un instant plus tard. Il était exactement comme je m'en souvenais dans la ruelle, grand, impeccablement vêtu, avec des yeux qui ne se contentaient pas de vous regarder, il vous évaluait. Il a serré la main d'André avec un charme habile et étudié. André, un plaisir, a-t-il dit, sa voix un ronronnement bas et doux. Et voici l'homme de l'heure. Il m'a adressé son sourire de requin. André a ri. Papa, voici Monsieur Thorne, l'homme qui nous aide à assurer ton avenir. J'ai juste hoché lentement la tête, le regardant de bas en haut. La dernière à arriver fut Imani. Elle est entrée et toute l'atmosphère de la pièce a changé. Elle ne souriait pas. Elle portait une mallette en cuir usé et un simple tailleur sombre. Elle dégageait une autorité calme et inébranlable qui rendait le bureau coûteux de Thorne bon marché. Elle a salué sèchement Thorne et André, puis est venue se tenir à côté de ma chaise. Les deux camps étaient réunis. D'un côté de l'immense bureau se trouvaient André et Brooke, débordant d'arrogance et de cupidité. De l'autre côté se trouvaient Imani et moi, armés de rien d'autre que la vérité. L'air était épais de mots non dits, de mensonges et d'anticipation. La tempête était là. Il était temps que la foudre frappe. Silas Thorne s'est adossé dans son énorme fauteuil en cuir et a joint le bout de ses doigts. Il a regardé André avec un air suffisant et propriétaire. Eh bien, a-t-il commencé, sa voix douce comme de l'huile. Passons aux affaires agréables.
Nous avons devant nous un simple acte de renonciation, une formalité pour transférer la résidence principale de Monsieur Dubois aux soins de son fils pour la gestion de ses actifs. André, pourriez-vous juste passer les documents à votre père? André a tendu la main avec empressement pour les papiers que Thorne poussait sur le bureau. Mais avant que ses doigts ne puissent les toucher, Imani a posé sa main à plat sur le dossier, l'arrêtant. Ce ne sera pas nécessaire, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché l'atmosphère de la pièce comme un scalpel de chirurgien. André s'est figé, sa main flottant dans les airs. Le sourire parfait de Brooke a vacillé. Thorne a levé un seul sourcil interrogateur. « Je suis désolé », a-t-il dit. Imani l'a ignoré. Elle a ouvert sa propre mallette usée et en a sorti un seul dossier épais. C'était le dossier manille de la boîte en fer blanc d'Annette. Elle l'a posé sur le bureau avec un bruit sourd et définitif. Il semble y avoir un malentendu sur la propriété du bien en question, a dit Imani, les yeux fixés sur André. Mon client, Monsieur Dubois, ne peut pas signer un acte de renonciation pour la propriété située au 14 rue Elm pour une raison très simple. Il n'en est pas le propriétaire. Le changement sur le visage d'André a été un spectacle lent et angoissant. D'abord, il y a eu la confusion, un léger froncement de sourcils. Il m'a regardé comme si j'étais la source de cette blague bizarre. Puis, alors qu'Imani ouvrait le dossier, la confusion s'est transformée en incrédulité. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Il était sur le point de parler, de rejeter cela comme des absurdités séniles, mais Imani a commencé à lire. La fiducie patrimoniale Annette Dubois, a-t-elle lu, sa voix résonnant de clarté. Une fiducie irrévocable établie il y a 5 ans. Le seul actif de cette fiducie est la propriété située au 14 rue Elm. Le visage d'André est devenu blanc, pas pâle, mais d'un blanc exsangue et cadavérique. Le fils confiant et réussi a disparu, remplacé par un garçon terrifié pris dans un mensonge. Il a regardé les papiers, puis moi, ses yeux écarquillés d'une horreur naissante et écœurante. Brooke ne comprenait pas les termes juridiques, mais elle comprenait le regard sur le visage de son mari. L'étincelle triomphante dans ses yeux est morte. André, a-t-elle chuchoté, sa voix un mince filet de son. De quoi parle-t-elle? Silas Thorne ne souriait plus. Le masque de l'homme d'affaires charmant était complètement tombé. Ses yeux, qui avaient été paresseusement confiants, étaient maintenant plissés, froids et intensément concentrés sur les documents entre les mains d'Imani. Le requin avait senti le sang, mais ce n'était pas le mien. Il a regardé André et pour la première fois, j'ai vu une lueur de véritable colère prédatrice. Il avait été joué. Imani n'a pas regardé Thorne. Elle n'a pas regardé Brooke. Elle n'a regardé qu'André, le garçon qu'elle connaissait depuis qu'il était en couche. Ce que cela signifie, André, a-t-elle dit, sa voix dépourvue de toute pitié, c'est que cette maison n'appartient pas à ton père depuis 5 ans. Elle appartient à une fiducie. Une fiducie que ta mère a créée pour protéger l'héritage de la famille. Ton père ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Tu essaies de vendre une maison qui n'a jamais été à toi au départ. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le faible bourdonnement du trafic de la ville 50 étages plus bas. André était figé, son visage un masque de dévastation totale. Mais Imani n'avait pas fini. Elle a laissé le silence planer dans l'air pendant un long et douloureux moment avant de porter le coup de grâce final. Vous voyez, a-t-elle dit, sa voix baissant à un ton bas et glacial. Ce que vous avez fait ici, André, c'est plus qu'une simple querelle de famille. C'est plus qu'un simple mensonge. Lorsque vous créez sciemment un document frauduleux, un acte de renonciation pour une propriété que vous n'avez aucun droit légal de posséder, dans l'intention de l'utiliser comme garantie pour obtenir un prêt. Elle a fait une pause, laissant ses yeux dériver du visage brisé d'André à celui de Pierre de Silas Thorne. Cela s'appelle une fraude bancaire. Et lorsque l'entité que vous essayez de frauder est une fiducie légalement établie, cela aggrave considérablement le crime. Nous ne parlons plus d'une affaire civile. Nous parlons d'une infraction fédérale. C'est ce mot qui a rompu le charme. Fédéral. C'était un mot qui avait du poids. Un mot qui signifiait des conséquences graves et qui change la vie. Brooke a émis un petit son blessé, comme un animal mourant. Non, a-t-elle gémi. Non. Mais c'est Silas Thorne qui a réagi le premier. Le requin avait tourné et maintenant il attaquait. Il s'est levé d'un bond de sa chaise, son calme et son sang-froid complètement disparus. Ils ont été remplacés par une fureur brute et débridée. Son visage était sombre de rage.
Je n'ai rien à voir là-dedans, a-t-il grondé, sa voix un grognement bas. Il a pointé un doigt tremblant sur André, qui a tressailli comme s'il avait été frappé. Ce petit ver est venu me voir. Il a juré que la maison était à lui, libre de toute dette. Il m'a apporté des documents falsifiés, une fausse expertise. Il m'a menti. Thorne a regardé Imani, les yeux flamboyants. Je suis la victime ici. J'ai été trompé. Le chaos a éclaté. Brooke a commencé à sangloter, des sanglots bruyants et qui n'avaient rien de la grâce performative de son personnage en ligne. C'était un désespoir réel et déchirant. André, dis-leur que ce n'est pas vrai, a-t-elle pleuré. Dis-leur. Mais André ne pouvait pas parler. Il est resté assis là, affalé sur sa chaise, un homme complètement brisé. L'illusion du succès, la façade soigneusement construite qu'il avait mis des années à bâtir, avait été anéantie en moins de 5 minutes. Il avait l'air petit, pathétique. Toute sa combativité avait disparu. Thorne arpentait la pièce comme un tigre en cage. C'est un désastre, a-t-il craché, passant une main dans ses cheveux parfaits. Il ne nous parlait pas. Il se parlait à lui-même. Une affaire fédérale. La réputation de mon entreprise détruite. Il s'est de nouveau tourné vers André. Espèce de petit idiot. Tu pensais vraiment que tu pouvais t'en tirer comme ça? Tu pensais que je ne le découvrirais pas? J'ai regardé tout se dérouler, observateur silencieux de la tempête que j'avais créée. Je n'ai ressenti aucune joie. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Voir mon fils s'effondrer, voir sa vie exploser sous mes yeux était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vue. Mais en regardant les décombres, la femme en pleurs et le prédateur ruiné, je savais que cela devait arriver. C'était le seul moyen. Le poison devait être extrait. Les mensonges devaient être brûlés. C'était le terrible prix nécessaire pour la vérité. C'était la récompense. Tous les yeux étaient tournés vers André et Thorne, mais mon attention s'est portée sur Brooke. C'est elle qui a craqué la première. Les sanglots qui avaient commencé comme des gémissements se sont transformés en une véritable crise d'hystérie. Ce n'était pas le chagrin calme et digne qu'elle publiait en ligne. C'était le son brut et laid d'un monde qui s'effondre. Son maquillage méticuleusement appliqué a commencé à couler, traçant des sillons noirs sur ses joues pâles. Son tailleur blanc parfait, symbole de son succès fabriqué, ressemblait maintenant à un costume de tragédie. Notre voyage à Aspen, a-t-elle gémi, sa voix se brisant. Les mots étaient absurdes, mais ils révélaient tout. Elle ne pleurait pas pour la trahison de son mari ou ma douleur. Elle pleurait pour la perte de son style de vie, pour les vacances, les sacs à main, les « j'aime », les abonnés. Elle pleurait la mort de sa marque. Mes abonnés, mes partenariats de marque, tout. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées violemment. Tout est parti. Tout est ruiné. Elle a levé les yeux vers André, mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, seulement une accusation furieuse et brûlante. Tu m'avais promis, a-t-elle crié, sa voix stridente. Tu m'avais promis que tout allait bien. Menteur. L'image entière qu'elle avait construite, le fantasme organisé d'une vie parfaite, avait été incendié dans ce bureau froid et stérile, et elle criait de l'intérieur des flammes. C'était un effondrement complet et total, non pas d'une personne, mais d'un personnage. Et c'était un spectacle pitoyable et dévastateur à voir. Au milieu du chaos, je me suis lentement levé. La canne sur laquelle je m'appuyais ressemblait maintenant à un sceptre de roi. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. La colère, les sanglots, la panique, tout s'est tu. Je n'ai pas regardé Thorne. Je n'ai pas regardé Brooke. J'ai regardé mon fils. Il était toujours affalé sur la chaise, une version évidée de l'homme qu'il prétendait être. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Il a juste regardé le sol poli comme s'il contenait les réponses à sa vie ruinée. Ta mère, ai-je commencé, et ma voix était calme, mais elle a rempli la pièce. Ta mère a toujours vu le meilleur en toi, André. Même quand tu ne pouvais pas le voir en toi-même. Elle savait que tu avais un bon cœur, mais elle connaissait aussi ton orgueil. Ta peur de l'échec pouvait te mener sur un chemin sombre. J'ai fait un pas de plus, me tenant au-dessus de lui, non pas comme un vainqueur, mais comme un père. Elle n'a pas créé cette fiducie pour te punir. Elle l'a créée pour te protéger. Elle savait que ce monde d'argent facile et de faux succès pouvait avaler tout entier.
Elle essayait de protéger l'héritage de la famille, André. Et cet héritage n'est pas une maison. Ce n'est pas un chiffre sur un compte bancaire. C'est une question d'intégrité. C'est savoir faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est que pour la galerie. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon vieux portefeuille usé. J'ai sorti une seule carte de visite froissée et je l'ai posée sur la table devant lui. C'était la carte du directeur de la fiducie foncière communautaire, l'organisation qui possédait maintenant notre maison. Elle t'a laissé une opportunité, mon fils, ai-je dit doucement. Un moyen de revenir. Tu pourrais aller les voir. Proposer ton aide. Manier un marteau. Apprendre ce que cela signifie vraiment de construire quelque chose de réel de tes propres mains. Pas pour l'argent, pas pour la galerie, pour ta propre âme. Le choix t'appartient. Je n'avais pas besoin de porter plainte. Je n'avais pas besoin de le voir en prison. Le monde qu'il s'était construit était déjà sa prison. Je venais de lui tendre la clé. Le choix de l'utiliser ou non lui appartenait. Sans un mot de plus, je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Imani a suivi, sa main se posant brièvement sur mon épaule. Je n'ai pas regardé en arrière les décombres que je laissais derrière moi. Les pleurs, les cris, les illusions brisées. Je suis sorti de cette tour de verre froide et je suis entré dans le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais en paix. Je n'avais pas détruit mon fils. J'avais protégé l'héritage de ma femme. J'avais défendu ma dignité. L'ordre avait été restauré. Et c'était une victoire qui valait plus que n'importe quelle maison ou n'importe quelle somme d'argent. Cette expérience m'a appris une dernière leçon. Une leçon de ma femme, Annette. Le véritable héritage d'une famille n'est pas la propriété ou l'argent que vous laissez derrière vous, mais l'intégrité et la sagesse que vous protégez pour l'avenir. Mon fils se noyait dans un monde de faux succès et, dans son désespoir, il a essayé de m'entraîner avec lui. J'ai appris que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de protéger ses enfants de leurs erreurs, mais de les forcer à affronter une vérité dure et douloureuse. J'ai dû protéger notre véritable héritage, celui bâti sur la dignité, de l'illusion de richesse qui peut détruire une famille de l'intérieur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place.